donc maintenant avec un point sur l'Observatoire des usages, avec Nina qui va nous partager les actualités de l'Observatoire et qui va prendre quelques temps pour nous parler de différents articles de recherche sur la façon dont l'agriculture de précision est adoptée dans le monde. Effectivement, donc moi je vais vous parler de certaines actualités. Je pense qu'il y en a qui font enfin, pas mal de recherches en fait. Je pense qu'il y a des choses qui vont faire écho à pas mal de choses qu'on a dites ce matin. Donc je trouve ça intéressant. Et je vais vous parler, alors c'est pas une présentation habituelle comme on faisait avant avec l'Observatoire d'une nouvelle étude qu'on a faite et je vous partage les résultats. C'est plutôt une prise de recul sur ce qu'on peut avoir produit depuis quelques années à la lumière d'articles de recherche qui ont été analysés. D'abord, un petit point d'actualité sur qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a eu pas mal de travaux, un peu de valorisation de résultats existants. On a valorisé les résultats sur les capteurs de rendement et les résultats sur ce qu'on avait produit en élevage pâturant sous forme d'articles de recherche. Donc, depuis quelques mois, là, on est plutôt en formalisation, rédaction, ce qui est utile pour la diffusion en fait, de ce que produit l'Observatoire, pas juste dans nos petits cercles un peu fermés, mais aussi à ce qui se passe dans le monde. Et en nouveauté aussi qu'il y a eu, qui commence à dater un petit peu, mais il y avait eu l'année dernière un projet étudiant sur les usages du numérique en élevage avicole. Et les étudiants ont fait leur restitution de leur projet d'élèves ingénieurs en décembre 2020. Donc, normalement, j'ai envoyé la synthèse aux acteurs qui avaient été sollicités pour cette étude-là. Si c'est des résultats qui vous intéressent, je peux vous envoyer leur rapport en attendant que nous, on produise la synthèse, le dossier des usages comme on avait fait pour un peu toutes les autres filières. Voilà sur ce qui a été fait ces derniers temps. Sur ce qui est en cours, je vous ai sollicité récemment pour voilà, mettre à jour les chiffres sur les usages de la télédétection en France. Donc, j'ai commencé les entretiens. Il y en a encore plein, il y en a plein à réaliser. Et une particularité de cette étude, comme on l'avait fait pour l'étude sur la géolocalisation, on travaille avec des étudiants de Montpellier Supagro, de la junior entreprise, qui vont m'aider à réaliser des entretiens. Donc, parmi ceux qui ont répondu positivement pour être sollicités, vous serez sollicité soit par moi, soit par ces étudiants dans les prochaines semaines. Voilà, il y a un autre projet qui est en cours, enfin, tout début, tout lancement. On voudrait faire aussi non seulement ce qu'on produit à l'échelle sur la télédétection en France, mais on voudrait l'élargir à l'Europe. Donc, on a ciblé quelques pays d'Europe pour faire le point sur qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là en termes d'usage de la télédétection. Donc, on est en train de construire des offres de stage pour que des étudiants partent en mission dans 4 pays qui sont ciblés et puissent prendre la température de qu'est-ce qui se passe en usage voilà, satellite, drone, avion, voilà, les questions qu'on se pose en France, mais ailleurs, voir aussi s'il y a des spécificités qui pourraient aussi nous éclairer, nous positionner en France par rapport à d'autres pays. Voilà ce qui est en cours. Je ne l'ai pas écrit là, mais aussi ce qui est à venir, c'est aussi une mise à jour des chiffres sur les usages du numérique en viticulture, avec cette fois-ci une approche un peu plus qualitative que ce qu'on avait produit jusqu'à présent auprès des conseillers agricoles. Et l'infographie, je pense, qui sera diffusée en automne prochain, ça sera sur les capteurs de proxydétection pour la détection de l'azote dans les plantes, type Green Ticker, justement, ce genre de choses. Et ça serait plutôt échéance automne de l'année prochaine. Voilà, c'est juste le point d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a pas mal d'activités finalement autour de la recherche. Et quand on a réfléchi un peu à qu'est-ce qu'on voulait vous présenter pour cette journée des membres, en fait, ça correspond aussi à une période où on se pose un petit peu l'observatoire. On s'est dit, voilà, ça fait plusieurs années qu'on étudie différentes filières, différentes technologies. En parallèle, on regarde un peu ce qui se passe dans le monde. On fait pas mal de biblios sur des études qui sont faites un peu comme l'observatoire, mais dans d'autres pays, sur l'adoption dans le monde. Donc, tout est centré aujourd'hui dans une rubrique qui s'appelle la bibliothèque de l'observatoire, où je mets juste les articles bruts. Parfois, j'associe à des synthèses, mais en général, je mets les articles bruts. Donc, il y en a déjà une bonne quantité. Et finalement, beaucoup de choses qui se produisent. Et il se trouve que cet été, il y a eu un article de synthèse qui a été publié, qui propose en fait une revue de littérature sur les facteurs d'adoption de l'agriculture numérique dans le monde. Donc, on s'est dit qu'aujourd'hui, c'était un peu l'occasion de faire un bilan, de vous partager quelques résultats sur ces facteurs d'adoption, et ce qui nous aide aussi à positionner la chaire et l'observatoire par rapport à qu'est-ce qui se fait ailleurs, voir aussi si on est... voilà, si nos résultats sont cohérents, si nos méthodologies peuvent être adaptées, voilà, s'il y a des choses à changer ou pas. Donc, ce que je vous partage aujourd'hui, en fait, c'est
les facteurs d'adoption de l'agriculture de précision d'après une revue de littérature, alors qui n'a pas été faite par nous-mêmes, mais qui a été faite dans cet article. Donc, vous voyez à gauche, hein, c'est l'article brut. C'est un chercheur du Maroc qui a produit cette revue de littérature. J'en ai fait une fiche synthétique qui est disponible sur le site de l'Observatoire. Donc, voilà, si vous pouvez aller la voir, il y a le résumé, la méthodologie, des figures intéressantes, etc. Moi, je vais vous partager, en fait, aujourd'hui, la synthèse de cet article-là. Et évidemment, si vous voulez réagir même pendant la présentation, n'hésitez pas, c'est surtout un support de discussion, de réflexion qui peuvent intéresser certains d'entre vous. Que ce soit pour voir aussi avoir des éléments de méthodologie, se positionner par rapport à ce qui se passe ailleurs, et puis aussi voir si nous, par rapport à nos constats, on est un peu cohérent avec ce qui se dit ailleurs ou pas. Donc, je vais vous partager des éléments de méthodologie, avoir une vision aussi de sur quoi portent les articles de recherche sur l'adoption depuis une dizaine d'années. C'est le gros intérêt d'une revue de littérature, ça permet d'un coup de prendre un peu de recul sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la recherche. Des résultats, évidemment, que je vais vous partager, tout en restant un peu vigilant, puisque forcément, hein, ça reste une méthodologie particulière. Certains articles ont été sélectionnés, tout n'a pas été étudié. On reste sur un domaine recherche, donc certaines études peuvent ne pas apparaître, et il peut y avoir aussi des précisions sur, par exemple, les méthodologies, certains résultats. Je ne vais pas avoir toutes les informations qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors, donc le titre original de l'article, c'est celui qui est indiqué ici. Et la première question, le premier élément que je voulais vous partager, alors c'est comment ont été choisis les articles étudiés. Je ne vais pas m'étendre dessus. C'est juste, ça peut être, c'est pas mal, je pense, pour prendre un peu de recul sur qu'est-ce qui se passe en recherche. En fait, l'auteur, pour faire cette revue de littérature, a cherché d'abord tous les articles qui traitaient de l'agriculture de précision. Il est tombé sur un peu plus de 12 000 articles dans le monde, donc voilà, pas forcément tous lisibles. Et il a appliqué un filtre pour sélectionner ces articles à partir de certains mots-clés que j'ai mis là, parce que c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que ça évoque, l'agriculture de précision, pour d'autres personnes. Donc, il a regardé par mots-clés agriculture de précision, innovation, modulation, guidage, télédétection, etc. Et il a filtré sur les articles qui traitaient de l'adoption de ces 10 dernières années, donc depuis 2010, et puis que les articles qui étaient publiés dans des revues ou des magazines en anglais ou en français. Donc forcément, il y a un petit biais là-dessus, puisqu'on va avoir essentiellement des articles anglophones ou francophones. Tous ces articles ont été donc filtrés dans 2 bases de données, Scopus et Sciences Directes, et puis à partir de logiciels de bibliographie, il y a eu un filtre un peu humain qui a été fait en choisissant les articles dont les titres et les résumés correspondaient à ce que l'auteur cherchait. À l'issue de tout ce processus de sélection, on est arrivé l'auteur est arrivé à sélectionner 41 articles qui traitaient de ce thème-là, et donc c'est la synthèse de ces 41 articles que je vous présente. Quels sont les articles étudiés? Ça peut donner un peu une idée aussi à quel point l'adoption de l'agriculture de précision est étudiée partout dans le monde. Donc, quelles sont les régions du monde représentées? C'est ce que je vous montre ici. On voit un peu sans trop de surprise que finalement le pays où il y a le plus d'études qui ont été faites, ce sont les États-Unis. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont assez bien représentés aussi. Et puis des pays d'Europe, alors on voit que la France il n'y a pas d'article français qui a été étudié dans cette étude. Par contre, plutôt des pays Royaume-Uni et Allemagne, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 articles de ces pays-là, et puis d'autres pays européens. Après, il y a un seul article en Amérique du Sud, un au Canada, 5 dans différents pays d'Afrique. Il n'y en a pas un qui est particulièrement représenté, il y en a plusieurs. Et puis, donc j'ai appelé Orient aussi toute la partie orientale, avec aussi quelques articles, mais pas non plus énormément. Donc c'est pas mal quand même des pays, pays développés et plutôt pays occidentaux qui ont été représentés dans cette étude. En termes de date, je pense que c'est intéressant, c'est pas trop surprenant, hein, mais de voir aussi l'explosion un peu des articles sur l'étude de l'adoption. Il y a eu quelques articles publiés en 2012 sur l'adoption, l'agriculture de précision, mais finalement le pic est vraiment ces dernières années où on s'interroge vraiment sur le processus d'adoption. Qu'est-ce qui fait que on va adopter une technologie, l'utiliser, etc. Et c'est un peu l'explosion depuis 2017. Autre élément que je voulais vous partager aussi, c'est pas des articles qui vont tous s'appeler adoption de l'agriculture de précision. C'est toujours à partir d'un prisme, par exemple adoption du guidage, frein à l'adoption des capteurs de rendement, etc. C'est toujours à partir de technologies. Et les technologies qui sont le plus citées dans ces articles-là, je les ai représentées ici, pas toutes, mais celles qui sont le plus citées. On est essentiellement sur du guidage, de la géolocalisation, de la modulation.
les systèmes de gestion d'exploitation, les capteurs de rendement, etc. C'est plutôt dans les pays, voilà, États-Unis, Australie, Angleterre, etc. Pour d'autres pays, notamment type voilà, pays d'Orient, Moyen-Orient, Afrique, c'est plutôt des usages un peu généraux, limiter les intrants à partir des technologies, la commercialisation, les technologies pour la communication entre différents acteurs, etc. C'est des choses un peu plus larges que les usages de technologies classiques d'agriculture de précision. Voilà, je pourrais vous donner plus de détails si ça vous intéresse. Concernant les méthodologies, comment les autres pays étudient l'adoption dans ces différents articles, j'ai peu d'informations. Il y a un tableau dans l'article de base qui reprend ça, mais c'est très succinct, donc je n'ai pas beaucoup d'informations. Donc forcément, il peut y avoir des biais, c'est ce que j'ai dit un petit peu au début sur les articles qui sont étudiés. Ce que je note toutefois et que je vous partage, c'est qu'il y a un intérêt qui est marqué pour les approches qualitatives. En fait, j'ai l'impression, c'est une impression, c'est pas forcément écrit noir sur blanc, mais qu'à une époque, on était surtout sur des enquêtes quantitatives, des sondages, des enquêtes en ligne, etc. Et que pour étudier l'adoption, on est de plus en plus sur des processus qualitatifs. C'est la petite citation que j'ai mis là, surtout de plus en plus ces dernières années, ce qui permet de contextualiser, de prendre en compte plusieurs facteurs et de faire aussi apparaître des éléments qui ne pourraient ne pas être présents dans les enquêtes quantitatives. Pour petite précision, effectivement, quand on est sur des enquêtes quantitatives, on va proposer des typologies, on va un peu parfois influencer la réponse du répondant, alors que sur des entretiens, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on fait ensemble quand je vous interroge sur la télédétection, etc., c'est aussi de faire émerger des choses qu'on n'aurait pas identifiées avant. Et ça semble de plus en plus marqué, et ça va avec une demande qui avait été faite lors d'une journée des membres de la chaire, d'aller plus sur du territorial, du qualitatif, des personnalités, etc. Donc, c'est un élément que je trouvais intéressant à partager avec vous, même si, voilà, pour vous-même, quand vous voulez étudier un peu l'adoption par vos clients, vos adhérents, etc., c'est une méthodologie qui semble approuvée dans le domaine de la recherche. Alors, quelques résultats à vous partager. Je ne vais pas tout détailler, je vais partager avec vous les plus intéressants en essayant parfois de prendre un peu de recul par rapport à ce que nous, on a observé dans l'observatoire. Voilà, n'hésitez pas à réagir si ça vous évoque des choses. Dans l'article que j'ai étudié, donc dans cette revue de littérature, en fait, il y a toute une typologie qui a été faite des facteurs d'adoption. Je ne vous la présente pas en entier parce que c'est un énorme tableau avec beaucoup de choses. De toute façon, l'article est en ligne, la figure est plutôt bien faite, vous pouvez la regarder. Mais en gros, c'est intéressant de voir que l'auteur a listé plein de facteurs d'adoption et les a mis dans des grosses boîtes, dans des types de facteurs d'adoption. Et les facteurs individuels, ce sont vraiment ceux, non seulement c'est la typologie dans laquelle il y a le plus de facteurs d'adoption différents, mais en plus, c'est ceux qui sont le plus cités dans tous les articles. Donc, il y a vraiment une importance primordiale des facteurs individuels. C'est ce que j'ai mis dans la citation, en fait, que oui, l'adoption dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend pas que, ça dépend du maillon de la chaîne, de la distribution, etc. Mais c'est vraiment l'agriculteur qui est au centre de la décision d'adopter et d'accepter et puis d'utiliser la technologie qu'il y a derrière. Les autres types de facteurs identifiés dans l'article, ce sont des facteurs institutionnels, organisationnels et technologiques. C'est des types de facteurs d'adoption que j'avais vus dans d'autres articles. Alors, on ne fait pas forcément les mêmes choix, mais voilà, ça regroupe un peu ce que j'avais vu ailleurs et aussi ce que nous, on observe dans l'observatoire. Même s'il y a forcément, ce n'est pas des limites très figées, forcément, il y a des facteurs qui peuvent être à la fois individuels, un peu organisationnels, enfin, tout peut être un peu lié. Mais c'est intéressant, enfin, je trouve cette typologie, elle montre bien que voilà, l'agriculteur est au centre de la décision. Voilà, c'est vraiment l'agriculteur qui va vraiment décider tout ça. Je ne vais pas plus loin sur cette typologie. Ce que je voulais présenter ensuite, c'est sur les facteurs d'adoption qui sont cités dans les articles, ceux qui reviennent le plus souvent. Donc, il y en a peut-être une cinquantaine de facteurs d'adoption qui ont été cités. Et là, je vous présente en fait ceux qui sont le plus représentés. Et finalement, c'est l'utilité perçue qui a été le plus citée donc, dans plus de 21, non, je crois qu'il y a 21 articles qui citent l'utilité perçue par l'agriculteur comme le facteur d'adoption le plus important. Donc, c'est quand même la moitié des articles qui présentent ça. C'est aussi des choses qu'on a vues dans l'observatoire. Les autres facteurs d'adoption sont présents, cités par environ une dizaine d'articles, mais par contre, ils ne sont pas forcément aussi importants que l'utilité perçue. Je vais détailler un peu qu'est-ce qu'on entend par là dans ces différents facteurs d'adoption, mais tous n'apparaissent pas ici. Je vous l'ai dit, il y a en gros quasiment 40 ou 50 facteurs d'adoption qui ont été étudiés dans cet article-là.
Donc, le facteur le plus déterminant, c'est l'utilité perçue. Ce qui est intéressant pour nous, pour la chaire et pour vous, pour les membres de la chaire, je pense, c'est de garder en tête, et c'est des choses qu'on a vues, hein, l'importance des démonstrations. C'est clairement, c'est évident qu'il y a vraiment une importance du partage d'expérience, de la démonstration, de voir sur place à quoi une solution numérique, une technologie va servir. Ça pose forcément question par rapport au contexte, le fait qu'il n'y ait plus de salons, plus de démonstrations, très peu d'ateliers, etc., moins de journées techniques, ça pourra avoir un impact sur l'adoption des technologies par les agriculteurs. C'est renforcé par l'importance de l'avis des autres agriculteurs après utilisation. Ça aussi, c'est quelque chose de très fort qui est perçu. C'est des choses qu'on a vues, hein, dans l'observatoire. Voilà, d'avoir soit pour faire comme le voisin, soit aussi pour être convaincu que, ah oui, il l'a utilisé, effectivement, c'est utile. Vraiment, il y a une importance d'échanger, et pas que virtuellement. Donc, ça peut être virtuellement, ça peut être par Twitter, YouTube, etc. Mais il y a l'importance d'en discuter entre agriculteurs, soit en pairs, soit dans des groupes de travail. Il y a dans l'utilité perçue, ce qui a été mentionné, et moi je l'avais plutôt mis avant dans un frein un peu technique, mais finalement, tout ce qui concerne la compatibilité des outils, l'interopérabilité, ça influence énormément l'utilité et la facilité d'usage perçue. Plus un outil va être clairement compatible avec ce que l'agriculteur a déjà chez lui, plus ça va être compatible avec le logiciel de traçabilité, la station météo, etc., plus ça va être perçu comme facile d'usage, et plus ça va être perçu comme utile. Et donc un frein que je considérais avant comme technique, finalement, il va avoir un impact vraiment important sur l'utilité perçue. Donc c'est des choses qu'on a vues avec l'Observatoire. Je pense que ce qu'ont présenté Sarah et Capucine avant, ça renforce un peu tout ça. C'est que voilà, il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus, sur les démonstrations, et sur voilà, se mettre d'accord pour faciliter l'interopérabilité, etc. Il y a un lien aussi avec la formation, forcément. L'importance des démonstrations, ça va avec être capable de démontrer qu'il y a un intérêt à utiliser une technologie, interpréter les données, etc. C'est des choses qu'on avait déjà vues. Les autres facteurs d'adoption qu'on a vus, comme sur le graphique juste avant, il y avait tout ce qui était taille d'exploitation, etc. Finalement, c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que le type d'exploitation a une influence sur est-ce qu'on va adopter ou pas une technologie ? L'article y répond en partie en citant des exemples d'études faites dans certains pays. En général, oui, il y a une influence de la taille d'exploitation. Alors, pour plusieurs raisons. Une raison qui semble évidente, dont on entend souvent parler, hein, et que lors des entretiens, je vois assez régulièrement. Voilà, une grande exploitation va plus facilement percevoir l'intérêt que je vais avoir sur mon exploitation. Généralement, c'est associé à une plus grande capacité d'investissement. Une dimension qui est apparue que je n'avais pas forcément identifiée, c'est aussi que, alors je ne sais pas si c'est le cas en France, mais des grandes exploitations dans d'autres pays vont permettre de consacrer une surface de l'exploitation à tester les outils. Donc, de ne pas engager toutes les parcelles de mon exploitation pour la mise en place d'un nouvel outil, mais d'abord de faire des tests sur une parcelle, deux parcelles, et ensuite éventuellement pouvoir la mettre ailleurs. Donc, je trouvais que ça, c'était assez intéressant. Et voilà, plus je vais avoir une grande exploitation, plus je vais avoir un troupeau conséquent, plus je vais percevoir l'utilité derrière. D'autres critères qui ne sont pas forcément traités dans les études de l'Observatoire, c'est des critères un peu plus économiques. L'existence de revenus externes semble avoir une importance sur l'adoption ou non d'une technologie. C'est en lien un peu avec la prise de risque que peut avoir l'exploitant agricole, ainsi que le fait d'être propriétaire ou pas de ses terres. Et donc forcément, ça va jouer sur la capacité d'investissement, la facilité à avoir des crédits, etc. Donc il y a aussi l'influence derrière de l'État, des assurances, des banques, et qui peut avoir un rôle sur la facilité ou pas d'adopter une nouvelle technologie. Les types de production, ça semble pas flagrant sur l'adoption ou pas des outils numériques. Ce qui est ressorti, c'est que dans l'étude citée, c'est que éventuellement les filières plus liées à l'élevage ou la polyculture élevage vont être plutôt favorables à adopter des outils numériques. Voilà, mais ce n'est pas non plus transcendant, c'est quelques articles qui le disent. Voilà, ce que nous, on a pu voir dans l'Observatoire, c'est qu'en fait, ça va être plutôt associé à la technicité des cultures, que ce soit voilà, en maraîchage des cultures sous serre, en arboriculture, en semences, faire des essais variétaux, etc. Là, il va y avoir éventuellement une influence de l'adoption, une influence pour l'adoption des outils numériques. Autre facteur d'adoption cité, et des choses qu'on a déjà vues, et on en a reparlé ce matin, la formation et l'éducation. Alors, la formation initiale, c'est cité, pas forcément pour l'utilisation des technos,
Voilà, utiliser les technologies, être à l'aise avec l'informatique, etc. Savoir être habitué à utiliser son smartphone, ça peut avoir un impact. Mais c'est aussi pour favoriser, on va dire, un esprit innovant. C'est des choses que j'avais pas, du moins je l'avais pas formalisé, mais là c'est clairement indiqué dans cette revue littérature. C'est plus les profils d'agriculteurs qui ont un niveau de formation plus élevé vont être plus ouverts à l'innovation, à tester des choses, à avoir un peu moins peur de tester les nouvelles choses, à comprendre aussi comment ça marche, etc. C'est quelques études qui ont cité ça. Je ne l'ai mis pas parce que c'était très présent dans l'étude, mais parce que ça pouvait être intéressant. Et ce qui ressort, et je ne vais pas m'étendre dessus, mais voilà, c'est que clairement, le manque de formation, d'accompagnement, de conseils va avoir un impact négatif sur l'adoption des technologies. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dit dans cette étude, et c'est des choses qu'on avait déjà vues et que confortées un peu par ce qu'on fait. Nous, ce qu'on peut compléter dans le cadre de l'Observatoire, c'est qu'on a identifié que non seulement c'était un manque d'accompagnement des agriculteurs qui était important, mais aussi des formateurs et de tous les accompagnants, en fait, des concessionnaires, des conseillers, des distributeurs, etc., qui pouvaient avoir un impact sur l'adoption par l'utilisateur final. Alors, la question de l'âge, qui est souvent posée hein, quand on parle de ce qu'on fait dans les différentes conférences, les colloques, etc. Est-ce que l'âge a une influence sur l'adoption? L'article traite un peu de cette question sans y répondre, puisque pour certains articles, oui, il y a un impact, pour d'autres articles, non, et pour encore d'autres articles, on ne sait pas. Donc, c'est controversé un peu partout, donc il n'y a pas de réponse du tout tranchée là-dessus. Ça peut avoir en quoi ça peut avoir une influence? Peut-être que des agriculteurs plus âgés, il y aura plus d'aversion au risque, pas vouloir prendre de risques, je ne vais pas investir alors que je suis bientôt en retraite, etc. Pas trop envie de changer les habitudes aussi, donc ça peut être des facteurs, des freins à l'adoption. Par contre, c'est des profils aussi qui ont parfois plus de capacité d'investir et aussi d'autres expériences. Voilà, l'habitude de travailler, de ne pas forcément voir le numérique comme le numérique, mais plutôt comme des outils qui peuvent servir à ce que je cherche à faire sur le terrain. Et aussi, c'est des profils souvent qui ont eu plusieurs expériences professionnelles, et ça, c'est des choses qu'on a vues sur l'Observatoire. Je pense notamment à l'étude maraîchage, où tous les profils maraîchers, beaucoup de profils qui étaient en reconversion professionnelle, qui avaient vécu d'autres choses avant, etc., étaient pas forcément des tout jeunes agriculteurs, mais voilà, avaient une ouverture d'esprit, une volonté de tester des choses, et ils se servaient de leurs expériences passées pour mettre en place de nouvelles solutions. Donc là, il est controversé un peu partout, et c'est plutôt le parcours professionnel. Disons que c'est plus compliqué que ça, on ne peut pas juste simplifier ça à une histoire d'âge. La question du coût, alors c'est des choses qui se recoupent, hein, tous les facteurs d'adoption ne sont pas indépendants. Le coût a une influence forcément. L'influence de revenus externes peut favoriser l'adoption d'outils numériques. Ce n'est pas quelque chose qu'on a étudié dans le cadre de l'Observatoire, donc c'est intéressant de l'avoir en tête. La diversification des activités peut aussi avoir un rôle. On l'avait un petit peu vu pour l'Observatoire, notamment sur l'étude maraîchage et élevage extensif. La question de l'investissement initial, et donc c'était intéressant l'actualité de ce matin. Un gros investissement initial peut constituer un frein à l'adoption d'outils numériques. Et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément perçu ou formalisé. Finalement, dans l'article proposé, en fait, il semble y avoir plutôt, si je dois investir une faible somme par an, enfin un abonnement à faible coût, je vais plus facilement adopter une solution numérique qu'un gros investissement initial, plus plein de coûts cachés, etc. On préfère finalement avoir une transparence. OK, je paye tant d'euros par an et au moins c'est clair. Il semble y avoir ça va plutôt favoriser l'adoption des outils numériques. Et enfin, les facteurs d'adoption, ça peut être lié aux subventions, à l'évolution des cours des marchés agricoles, etc. Et puis, je l'ai déjà dit, est-ce qu'on est propriétaire ou pas de ces terres? Ça va jouer aussi sur l'attitude face à la prise de risque. Tout ce qui est coûts, ressources financières et fonciers, ce n'est pas des choses que j'ai étudiées en profondeur dans l'Observatoire, parce que voilà, c'est souvent aussi intrusif, c'est un peu des sujets sensibles. Mais c'est des choses qui sont intéressantes à voir ici et qui pourraient peut-être être étudiées dans plusieurs études de l'Observatoire. Je vais finir par quelques messages en fait, de prise de recul sur ce qu'on vient de dire, qui sont déjà importants. Je reviens sur l'importance des facteurs individuels, de l'utilité perçue et de la compatibilité. C'est vraiment des choses fondamentales. Gardez en tête que des résultats sont mitigés. C'est aussi un peu rassurant de se rendre compte que partout dans le monde, en fait, il n'y a pas non plus un facteur d'adoption qui est flagrant dans un pays par rapport à un autre.
On reste sur des choses, voilà, c'est complexe, c'est assez mitigé, il n'y a pas de résultats vraiment flagrants. Et il faut garder en tête que les facteurs d'adoption sont souvent liés entre eux. L'article qu'on a étudié le dit, hein, c'est peut-être une limite. En général, dans la littérature, les facteurs d'adoption ou les freins à l'adoption sont traités un à un, mais ils sont rarement étudiés ensemble, et donc ça vaut le coup de faire du lien un petit peu entre tout ça. Comment positionner la chaire et l'observatoire par rapport à tous ces points-là? On l'a vu au début, hein, dans cette revue de littérature qui semble quand même assez exhaustive, il n'y a pas eu d'études étudiées en France, donc il pourrait y avoir un besoin de réaliser ces études-là. Ça va avec ce qu'on est en train de faire, hein, dans le cadre de l'observatoire, la valorisation sous forme d'articles de recherche. Ça nous permet à nous de valider ou d'adapter des méthodes que nous, on peut construire. C'est cohérent avec les dynamiques de la chaire. On l'a bien vu ce matin, de se poser la question de la valeur, de l'utilité perçue pour les différents acteurs de la chaîne, que les groupes projets s'intéressent à des... On voit que les groupes projets présentés juste avant s'intéressent à des thématiques qui sont importantes, le parcellaire, la formation. Et puis, ça donne aussi des idées de pistes à explorer pour des futures études. Et enfin, je termine là-dessus, on se posait la question comment un acteur de l'agriculture précision, donc typiquement donc vous et nous, les membres de la chaire, en quoi c'est utile d'avoir un œil sur ces revues de littérature, sur ces articles de recherche. Je pense que c'est important parce que ça peut permettre de s'inspirer des méthodologies qui sont situées. Ça permet d'avoir des idées de freins, de facteurs d'adoption, d'avoir en tête des typologies qui peuvent exister. Et ça permet aussi de valider que ce sont vraiment les approches qualitatives et les témoignages qui vont permettre de comprendre un peu les processus d'adoption des technologies d'agriculture de précision.